dans notre nouveau magazine UMAG. Au sommaire de l'émission, visite des coulisses de votre nouveau magazine UMAG à découvrir dorénavant chaque début du mois sur votre télé locale. L'université ouvre un observatoire du paysage, un lieu où sont regroupés des outils pour comprendre, analyser, découvrir ou redécouvrir ces paysages qui nous entourent. 2014, il y a un siècle, ce fut la Grande Guerre. UMAG vous propose une série consacrée au cimetière de 14-18, des soldats et des civils sous la terre. Et puis il sera question d'autogestion, un thème abordé par la FUCID, l'ONG de l'université. Quand l'université fait de la télévision, c'est pour s'ouvrir au grand public. Elle souhaite alors partager ses savoirs, les avancées et les résultats de la recherche scientifique, mais aussi inviter les habitants de sa région sur le campus universitaire. UMAG, le nouveau magazine télévisé de l'Université de Namur, se veut un magazine de société, à découvrir chaque début de mois sur votre télévision locale. Il est bien là le nouveau magazine de société proposé par l'Université de Namur. UMAG vous proposera chaque début du mois des reportages sur la vie universitaire du campus namurois et sur le rayonnement de l'enseignement, de la recherche et des services de l'université dans sa région. C'est Fanny et Mathieu, retenus lors d'un casting préalable, qui vous accueilleront régulièrement dans les studios de UNAMUR Télévision. UMAG, le nouveau magazine télévisé de l'université, se veut un magazine de société. Interpréter, analyser, lire et comprendre, c'est la vocation du nouvel observatoire du paysage qui vient d'être inauguré à Folletombe, près de Gèves. Bien sûr, il s'adresse aux scientifiques, mais cet observatoire a pour but aussi de sensibiliser et de former un large public avec pour slogan « D'hier ou de demain, les paysages sont entre vos mains ». L'Université de Namur a inauguré tout récemment son observatoire du paysage, un lieu original qui permet de mieux comprendre les paysages dans lesquels nous vivons. Lire un paysage, c'est une démarche qui nous permet de structurer les éléments qui sont autour de nous et de se familiariser avec son cadre de vie. C'est une démarche intellectuelle et à la fois pratique parce que les paysages, on les fréquente tous les jours, on s'y déplace, on y travaille et dès lors, on est attentif aux changements qui les affectent. Il y a 3 ans, les géographes de l'Université de Namur ont mis sur pied un certificat universitaire en analyse paysagère. Aujourd'hui, en créant leur observatoire du paysage, ils s'offrent un magnifique outil à la fois didactique et scientifique. Un observatoire du paysage, ça sert à faire des recherches, à comprendre effectivement le cadre de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Dans ces recherches, on pratique une lecture rétrospective, c'est-à-dire qu'on va expliquer le présent en remontant dans différentes époques du passé, mais ça sert aussi évidemment à comprendre les dynamiques du paysage et donc de pouvoir commencer à établir des plans de gestion du paysage. Et puis on a voulu aussi lui donner un versant didactique et en faire une classe paysage qui va être donc un lieu de formation pour à la fois des étudiants universitaires, étudiants de hautes écoles, mais aussi de formation continue, pour des enseignants, et puis plus tard, un espace d'accueil pour des classes et le grand public. C'est à Folletombe, où l'université possède un vaste domaine forestier, que l'Observatoire du paysage a pris ses quartiers. Tous les outils y sont réunis pour comprendre et analyser le paysage. Un observatoire, c'est un laboratoire où on rassemble toute une série d'outils destinés à lire et à interpréter les paysages. Donc on a besoin d'une cartothèque avec des cartes rétrospectives comme la carte de Ferraris du dépôt de la guerre, la carte topographique. On a besoin d'une photothèque avec des anciennes photos
des paysages anciens pour pouvoir les comparer avec l'évolution actuelle, mais aussi on a réalisé, grâce à Evelyne David, toute une série de maquettes. En plus de tous ces outils qui sont intégrés à l'observatoire, on a développé un itinéraire découverte à travers Follet-Tombe, le long duquel se trouvent des sites d'observation, comme le site panoramique devant lequel nous sommes ici à la Sarre-Mer. Et là, je pense qu'avec cet itinéraire combiné aux cartes et aux maquettes, on peut vraiment arriver à développer petit à petit cet observatoire. On a encore beaucoup d'autres projets, mais bon, dans un premier temps, ça fonctionne déjà. « 14-18, des dates, des commémorations, des souvenirs, mais toujours des cimetières. Dans notre série des soldats et des civils sous la terre, nous vous proposons de retrouver le contexte historique souvent dramatique de ces lieux de mémoire. Aujourd'hui, en compagnie d'Axel Tixon, historien, et de Brigitte Bayonnet, institutrice, nous nous rendons au cimetière de Marchevelette sur les hauteurs du Namurois. Axel, que s'est-il passé à cet endroit bien précis? Ici, on est vraiment dans le champ de bataille en août 1914. Les Allemands ont envahi la Belgique maintenant, en tout cas à la fin du mois d'août, depuis quelques semaines. Il y a un enjeu stratégique important à Namur qui est le pont sur la Meuse, sur la Sambre. Et ce carrefour de communication est gardé par 9 forts et les armées allemandes attaquent entre le 20 et le 23 août sur un front énorme, depuis Mons jusqu'à pratiquement Virton. Et la charnière de ce front-là est sur Namur. Marchevelette est l'endroit qui va recevoir l'attaque la plus brutale, la plus importante, avec ces fameuses pièces d'artillerie amenées par l'Allemagne qu'on connaît bien par leur nom, qui sont les fameuses Grossbertha, qui sont des canons d'un calibre énorme. Et donc ces soldats vont vivre des moments d'angoisse terribles parce qu'ils vont être littéralement assommés, ensevelis par cette puissance inédite jusque-là. Ici, on a tout un certain nombre de soldats inconnus. Pourquoi? Parce que ça a été une explosion tellement forte qu'après l'explosion, on n'a pas su les identifier. Ou alors, ce sont aussi, comme ici, des soldats qui ont été découverts assez longtemps après les combats. Par exemple, ceux-ci, leurs corps ont été découverts à Hermeton-sur-Bière, mais ils sont ensevelis ici, donc on n'a pas su les identifier. C'est le problème. Donc c'est pour ça que ce sont des soldats inconnus, on les a trouvés ici ou ailleurs, mais on les a inhumés ici ensemble pour les rassembler et les commémorer ensemble. C'est ça. Mais la moyenne d'âge aussi. C'est une moyenne d'âge relativement peu élevée, 19, 20, 25, 30 ans. Oui, ce sont de jeunes. Ici, je ne sais pas, je n'ai pas vu la tombe avant, mais voilà, Maurice Remy, il est né en 1880, il a 34 ans. Et là, je vois aussi qu'il y a un monument principal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, il y a un monument tout à fait particulier ici à Marchevelette. Il y a aussi un certain nombre de soldats français qui ont combattu pour la défense de Namur. Et ce monument est un monument qui évoque le souvenir des deux armées. Alors c'est amusant parce que en regardant, il faut être un peu connaisseur, mais en regardant le monument, on sait déterminer qui est le français et qui est le belge. C'est-à-dire que celui qui est le plus à droite est le soldat belge parce qu'il a des bottines et il a ce qu'on appelle un shako qui est un chapeau qui était surmonté par une petite
une petite décoration. Oui. Et à côté de lui, c'est un soldat français qui a lui des guêtres, un soldat a un manteau un peu plus ouvert, et lui a un képi sans cette fameuse décoration. Et donc, on peut voir sur les inscriptions du monument, aux Belges, et là on a le lion, et là aux Français, et là on a un coq. Donc on a bien cette union entre Belges et Français qui sont honorés par une patrie qui est endeuillée par une femme avec la végétation autour. Donc ici on a un cimetière franco-belge, mais on le voit, hein, qui est majoritairement belge. Ah ben, merci pour toutes ces infos, voilà. C'est un lieu particulièrement touchant parce qu'on est vraiment à quelques centaines de mètres des lieux où la plupart de ces jeunes garçons ont perdu la vie il y a maintenant une centaine d'années. Ah, La FUCID, le Forum universitaire pour la coopération internationale au développement, l'ONG de l'université, s'interroge sur des questions qui concernent les pays du Sud. Il est question aujourd'hui d'autogestion. Une société basée sur le principe de l'autogestion, est-ce possible? Revoir la hiérarchie, les relations sociales, des fonctionnements différents, la participation de tous, directement, sans intermédiaire, est-ce vraiment une utopie? Deux jeunes diplômés, Edith Wüstefeld et Johan Verhoeven, reviennent d'un an de voyage en Europe et Amérique latine. Ils sont partis à la découverte de modes d'organisation alternatifs, avec pour fil rouge l'autogestion. Riches de cette expérience, ils s'essayent à l'analyse de ces collectifs peu ordinaires qui contribuent à un peu plus d'utopie. Alors l'autogestion, c'est quoi? C'est l'idée de fonctionner de manière démocratique au sein d'un groupe humain, donc en supprimant au maximum les hiérarchies, avec la participation de tous et en faisant le pari sur l'intelligence collective. Et donc ça peut prendre des multiples formes. Nous, pendant le voyage, ce qu'on a rencontré, c'est par exemple au Venezuela, une coopérative de 1200 travailleurs qui fonctionnait comme ça, sans aucune hiérarchie. On a rencontré des restaurants populaires autogérés au Pérou, des écoles aussi autogérées en Argentine, des entreprises fermées par les patrons, récupérées par les travailleurs, des centres culturels, des hôpitaux, des coopératives de crédit. Donc voilà, une multitude d'expériences possibles qu'on a rencontré pendant le voyage. El éxito de cualquier grupo autogestionario va a depender del grupo de personas, o sea, porque si tú tienes amor por lo que haces, si tú realmente pones todo por el todo, por lo que quieres hacer, por lo que estás haciendo, o sea, va a dar resultados. Que cuando tú te planteas autogestión, te estás planteando ser tú mismo tu dueño de tu propio destino y no tengas esa disposición de depender de los demás. Nosotros no tenemos nadie que haga el cargo de gestión, como no hay un presidente que se dedique únicamente a ser presidente. Sin patrón, sos el artífice de tu propio destino. Sin patrón está en vos. Sin patrón no hay a quien echarle la culpa. Somos nosotros los responsables de lo que llegue a ser el diario. Lo primero que tuvimos que aprender al trabajar así es que teníamos que tomar decisiones. Nosotros veníamos a trabajar a obedecer, centralmente eso. Constantemente en actividad, participar, te preguntan, te intercambian ideas, es muy rico en todos los sentidos, muy rico en vivencia, en experiencia, en imaginación. Les principales difficultés que nous on a pu voir, c'est sans doute que c'est des processus qui prennent énormément de temps, d'énergie et qu'il y a toujours des conflits qui peuvent apparaître dans ce genre d'organisation. Et je crois que pour y répondre, ce qui est sans doute important, avant tout, c'est tout ce qui est communication, du respect, rentrer dans un autre paradigme, donner du temps aussi. Donc il faut pas mal de réunions où on puisse discuter tous les problèmes. Et puis je crois que c'est important que chacun puisse maîtriser les informations, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe au sein de la structure, et chacun ait les éléments pour pouvoir décider, participer en toute connaissance de cause. Je crois qu'en Belgique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'ici, des entreprises qui ferment ne pourraient pas être récupérées par les travailleurs? Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer des coopératives, des centres culturels gérés de cette manière-là? Les portes sont ouvertes et je crois qu'il y a déjà des exemples concrets qui existent en Belgique qui montrent qu'on peut fonctionner d'une autre manière.
Et bien voilà, c'est ici que se termine notre première émission. Rendez-vous pour la prochaine, qui se déroulera quand, Fanny? Eh bien Mathieu, ce sera au mois de février prochain pour un nouveau numéro où nous visiterons un autre cimetière de la guerre 14-18 et où nous dresserons un portrait d'un ancien de l'université de Namur. Eh bien donc, merci, au revoir et à la prochaine.